Bonjour, Fabrice Barlési. Moi, je suis oncologue thoracique et je suis actuellement directeur médical de l'Institut Gustave Roussy, également directeur de la recherche clinique à Gustave Roussy et professeur de médecine à Aix-Marseille Université. En fait, je crois qu'il faut dire que le cancer du poumon n'existe plus. Finalement, aujourd'hui, le cancer du poumon, c'est devenu une association de multiples maladies qui sont elles-mêmes caractérisées par des altérations moléculaires, une dizaine au total. Donc on va en gros avoir les cancers du poumon à petites cellules qui représentent environ 15% des maladies, les cancers du poumon non à petites cellules qui vont représenter à peu près 85%. Et dans ces cancers du poumon non à petites cellules, on va isoler deux grands sous-types histologiques, les carcinomes épidermoïdes, en gros un tiers, et les carcinomes non épidermoïdes, en gros deux tiers. Et c'est surtout parmi ces carcinomes non épidermoïdes qu'on va trouver une myriade d'altérations moléculaires qui doivent être recherchées au moment du diagnostic dans les formes métastatiques de la maladie parce qu'elles vont permettre de décider la meilleure stratégie thérapeutique. Donc finalement, le cancer du poumon, c'est aussi parfois des maladies qui sont des maladies rares qui représentent moins d'1% de chacun des malades qu'on a à prendre en charge. Alors, la prise en charge du cancer du poumon, c'est en fonction du stade évidemment. Dans les maladies qui sont localisées, on va utiliser un traitement local qui peut être soit la chirurgie, soit parfois la radiothérapie en fonction que la chirurgie va être possible ou non sur un plan technique, mais sur un plan aussi de ce que le malade est capable de supporter. On va avoir, à partir du moment où la maladie a atteint un certain degré d'envahissement des structures ganglionnaires, par exemple, des combinaisons thérapeutiques, chirurgie plus chimiothérapie, demain probablement chirurgie plus chimiothérapie et peut-être immunothérapie. On a entendu les résultats extrêmement intéressants, notamment basés sur l'immunothérapie adjuvante, qui vont être présentés dans les semaines à venir. Et puis, pour ce qui est des stades locaux régionaux, c'est souvent une combinaison de chimiothérapie, radiothérapie et là encore, immunothérapie. Pour les maladies qui sont malheureusement plus avancées, métastatiques, le traitement va dépendre de l'existence ou pas d'altération moléculaire. Et s'il y en a une, en général, le traitement bioguidé est le traitement de choix en première intention. En l'absence d'altération moléculaire, les traitements aujourd'hui dépendent d'un marqueur qu'on appelle le PDL1, qui est un marqueur qui illustre comment le système immunitaire est déjà, entre guillemets, activé pour lutter contre la maladie. S'il est très activé, que le PD1 est très élevé, on va essayer de favoriser l'action du système immunitaire avec une immunothérapie seule. Et si par contre il est moins activé, un PDL1 plus bas, on va être le plus souvent sur des combinaisons de chimiothérapie et immunothérapie. Le principal facteur de risque du cancer du poumon, c'est évidemment le tabagisme. 85% de nos malades. Et il faut avoir à l'esprit qu'il n'y a pas de cigarette avec zéro risque. C'est-à-dire que malheureusement, même avec un tabagisme qui est faible, le risque va être un petit peu plus élevé. Et bien sûr, il va augmenter de manière exponentielle au fur et à mesure que l'on fume, à la fois influencé par la quantité, mais également la durée du tabagisme. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que un sevrage tabagique, quel que soit le moment où il se produit, même chez des gens qui ont fumé pendant plus de 30 ans, va avoir un impact positif et diminuer le risque de cancer du poumon. On a aussi des facteurs de risque professionnels, l'exposition à l'amiante étant probablement parmi les plus connus, mais aussi l'exposition aux hydrocarbures ou d'autres toxiques que l'on peut rencontrer dans certains métiers. Et il n'y a pas à ce jour de facteur de risque génétique qui a été identifié, comme ça peut être le cas dans d'autres maladies, notamment en cénologie par exemple. Il est possible qu'il y ait une certaine susceptibilité, mais à ce jour, aucune anomalie génétique qui doive être recherchée dans la famille des gens qui ont présenté ce type de pathologie. La prévention, du coup, en conséquence, c'est évidemment l'abstention tabagique ou le sevrage tabagique. Et encore une fois, il est efficace et intéressant à n'importe quel moment, y compris chez quelqu'un pour qui le diagnostic aura été porté. En termes de dépistage, on a aujourd'hui des données scientifiques extrêmement solides en faveur du dépistage du cancer du poumon chez des sujets qui ont fumé pendant plus de 30 ans, qui ont plus de 55 ans, fumeurs éventuellement sevrés depuis moins de 15 ans, et pour lesquels il faut réaliser un scanner
thoracique basse densité non injectée et qui permet de diminuer le risque de mortalité par cancer du poumon de plus de 20% dans les études, notamment l'étude NLST. On a plusieurs études qui sont venues renforcer la connaissance sur l'intérêt du dépistage. Malheureusement, bien que le dépistage fasse aujourd'hui partie des recommandations de la majorité des sociétés savantes, il n'est pas encore reconnu et remboursé et organisé en France, mais on peut espérer que la solidité des données scientifiques vienne renforcer l'intérêt des autorités sanitaires pour la mise en œuvre de ce dépistage. On va fêter cette année les 10 ans de l'immunothérapie avec les essais qui avaient été présentés à l'ASCO en 2011, avec ces premières phases 1 qui soulignaient l'intérêt de l'immunothérapie dans 2 grandes maladies, qui étaient le mélanome et le cancer du poumon. Et il est vrai que depuis, en 10 ans, l'intérêt de l'immunothérapie dans de multiples prises en charge du cancer du poumon a été démontré. D'abord dans les situations métastatiques, soit en monothérapie lorsque, comme on l'a dit tout à l'heure, le PD-L1 est très élevé, soit en combinaison à la chimiothérapie. Dans les stades locaux régionaux, en consolidation après une chimio-radiothérapie concomitante. Dans les stades localisés, les résultats vont être présentés, mais on sait qu'on a déjà des résultats extrêmement intéressants dans les stratégies néoadjuvantes, avant chirurgie, et les résultats en stratégie adjuvante vont être présentés à l'ASCO 2021. On attend de voir ces résultats. Et puis, dans les cancers à petites cellules cette fois, là aussi en combinaison avec la chimiothérapie, la combinaison à l'immunothérapie a démontré sa supériorité. Donc clairement, les standards thérapeutiques ont changé dans quasiment tous les domaines avec l'adjonction de l'immunothérapie dans la stratégie de prise en charge des patients atteints d'un cancer du poumon, quasiment dans toutes les situations.